L'histoire que je vais vous raconter ne m'est pas arrivée personnellement, mais à mon grand-père. Il est né et a grandi dans un petit village d'Antioquia, au pied d'une montagne. Mon grand-père a consacré toute sa vie à l'agriculture, tout comme son père et aussi le mien. Disons que je suis le seul à avoir rompu avec la tradition familiale, puisque je suis ingénieur en informatique. Oui, c'est assez curieux. Mais bon, ce que je vais vous raconter, mon grand-père l'a vécu à l'âge de 18 ans. Et ce fut si marquant pour lui que même aujourd'hui, à 98 ans, il s'en souvient avec une clarté troublante, comme si c'était arrivé hier. C'était en 1944. Comme je vous l'ai dit, mon grand-père avait alors 18 ans. C'était un jeune homme qui commençait à prendre goût à la fête et à l'alcool. C'est pourquoi tous les vendredis, après avoir terminé sa journée dans sa plantation de café, il marchait plusieurs kilomètres à travers la montagne pour rejoindre le village voisin. Là-bas se trouvait une sorte de taverne où tous ses amis se réunissaient. Dans le petit hameau où il vivait, il n'y avait pas d'électricité. Et pas non plus dans le village d'à côté, sauf dans cette taverne. Elle possédait un générateur électrique, un vrai luxe pour l'époque dans une région aussi reculée. Encore plus luxueux, elle abritait un jukebox, une machine à musique qui représentait, à l'époque, le naissé plus ultra de la technologie sonore. Cela faisait de cette taverne le lieu de rencontre préféré des jeunes du coin, tous villages confondus les week-ends. C'était sans doute l'établissement le plus populaire de toute la région. Le seul inconvénient, c'était que pour rentrer chez lui, mon grand-père devait retraverser la montagne à pied, un sentier impraticable à cheval. Et la plupart du temps, il le faisait complètement ivre. Comme dans tout ancien village, les histoires de fantômes et d'esprits étaient monnaie courante, et les gens les prenaient très au sérieux. Cependant, mon grand-père nous disait qu'il avait toujours été très sceptique. Il avait passé tant de nuits seul, en pleine montagne, sans jamais voir ni entendre quoi que ce soit d'étrange, qu'il appelait toutes ces histoires des bêtises, pour rester poli. Parmi toutes ces légendes, il y en avait une en particulier qui circulait partout, celle d'un esprit démoniaque qu'on appelait la moqueuse. Elle tirait ce nom de son rire sinistre, un éclat de rire si puissant, si spectral, qu'il hantait ceux qui l'avaient entendu pendant des jours. Une fois que vous l'aviez croisé et que vous aviez entendu son rire, vous continuiez à l'entendre, peu importe où vous alliez. Cela rendait certains hommes fous, d'autres allaient jusqu'à se donner la mort. Mais ce n'était pas tout. Ce spectre avait aussi la réputation d'être mortel. Beaucoup d'hommes qu'il avait rencontrés, dans la montagne, n'en étaient jamais revenus. Certains avaient été retrouvés morts des semaines plus tard, dans les profondeurs de la forêt. D'autres, jamais. On savait que c'était elle à cause des rares survivants qui avaient réussi à fuir. Ils racontaient s'être réveillés au cœur de la montagne, désorientés comme sortis d'un cauchemar, errant à l'aveuglette dans la forêt, manquant de peu d'y rester à jamais. C'est pour cette raison que tous les habitants de la région redoutaient cet esprit et évitaient la montagne. Après la tombée de la nuit, on disait qu'elle apparaissait entre 2 heures et 3 heures du matin. Une femme vêtue de blanc, le visage à peine voilé, laissant entrevoir une face de mort, avec un cou anormalement long qui ondulait comme un serpent. Mon grand-père, lui, pensait que tout cela n'était que des inventions des femmes pour empêcher les hommes de sortir boire. Il disait que dans son village, personne n'osait s'aventurer en montagne après minuit. La peur de croiser la moqueuse entre 2 et 3 heures les retenait tous. C'est pourquoi il préférait soit partir tôt, soit dormir sur place. Mon grand-père aussi restait jusqu'au petit matin, mais non pas par peur, simplement parce qu'il aimait faire la fête. Donc il y avait de la musique, du rhum, des femmes et du jeu, il restait. Mais un jour, un événement dans cette taverne le força à quitter la fête bien, plutôt que d'habitude. Ce soir-là, le beau-frère du propriétaire avait trop bu et s'était mis à se montrer agressif envers sa femme. Le propriétaire, bien sûr, n'accepta pas cela et intervint pour défendre sa sœur. Mais le beau-frère se retourna contre lui et une bagarre éclata. Elle devint vite violente. À un moment donné, l'homme brisa une bouteille et blessa le propriétaire à l'abdomen. Cela poussa la femme du propriétaire, ainsi que sa sœur, à fermer immédiatement le lieu, couper le générateur et mettre tout le monde dehors.
Certaines personnes restèrent tout de même dans les alentours, même sans lumière ni alcool. Mais il était presque 2 heures du matin, et comme je vous l'ai dit, beaucoup avaient peur de rentrer à cette heure-là. Mais pas mon grand-père. Lui, quand la fête était finie, il s'en allait. Il récupéra son machette qu'il portait toujours sur lui, pour se frayer un chemin dans la végétation, ou se défendre si nécessaire, et ce qui restait de sa bouteille de rhum, puis se mit en route. Ses amis tentèrent de le convaincre de rester, mais personne ne réussit à le retenir. Ce n'était pas la première fois qu'il reprenait le sentier à une heure aussi avancée. Mais cette nuit-là, quelque chose l'attendait. Il prit donc le chemin de la montagne comme chaque fin de semaine, buvant de temps à autre une gorgée pour garder le rythme. Il avait même l'intention de rendre visite à une amie dans son village pour continuer la fête là-bas. Mais vers 2h30 du matin, à environ une demi-heure de marche de chez lui, il entendit soudain les sanglots d'une femme. Des sanglots qui semblaient venir d'un fourré un peu plus loin sur le sentier. Il s'arrêta un instant pour mieux écouter, et c'est alors que la femme commença à pousser des cris. Juste après, on entendit le bruit d'un fouet ou d'une ceinture s'abattant violemment sur un corps, clairement le sien. À chaque coup, elle hurlait et pleurait de douleur. En entendant cela, mon grand-père fut pris d'indignation. Il sortit aussitôt sa machette de son fourreau et se mit à avancer dans la direction d'où venait le bruit. Ce n'était pas très loin du chemin. Il s'enfonça dans les broussailles, se frayant un passage avec sa machette, mais en essayant de faire le moins de bruit possible. Son intention n'était pas d'effrayer l'agresseur, mais de le prendre sur le fait et de lui faire payer. Mais plus il avançait, plus les sons semblaient s'éloigner. À ce moment-là, mon grand-père avait déjà bu presque toute une bouteille de rhum. Alors, il mit son désarroi sur le compte de l'alcool. Il continua d'avancer, mais à nouveau, alors qu'il pensait être tout près du lieu de l'agression, les sons s'éloignaient encore. Cela dura un moment, jusqu'à ce qu'il ait enfin l'impression d'être arrivé. Les cris de douleur et les coups semblaient venir de juste derrière un buisson, à 4 ou 5 mètres de lui. Arrivé à ce point, il s'avança avec la plus grande discrétion, prêt à trancher les feuillages d'un seul coup pour surprendre le salopard. Mais alors qu'il se rapprochait, les coups cessèrent. On n'entendait plus que les sanglots de la femme. Il pensa que l'homme s'était enfui en sentant sa présence, laissant la femme derrière lui, mais il n'avait qu'un moyen de le savoir. D'un seul coup, il trancha les buissons. Et là, il figea. Il n'y avait personne. Il resta figé, complètement confus. Il entendait toujours les pleurs, comme si la femme était juste là, devant lui. Mais soudain, ses pleurs se transformèrent. Peu à peu, ils devinrent un rire moqueur, spectral, qui monta en volume jusqu'à résonner tout autour de lui. Mon grand-père resta pétrifié. Il sentit chaque poil de son corps se hérisser. Sa respiration s'accéléra. Il entendait les battements de son cœur dans ses oreilles. Il était terrifié. Ce rire surnaturel semblait tournoyer autour de lui. C'est là qu'il comprit. Il comprit exactement qui, ou plutôt quoi, se trouvait là. Le mythe était vrai. La moqueuse existait. Soudain, le rire s'interrompit, et le sol se mit à trembler. C'était comme un séisme, mais lui ne pouvait plus bouger. C'était comme si ses pieds étaient collés au sol. Il dit que jamais il n'avait été figé par la peur à ce point. Et c'est alors qu'il sentit une présence juste derrière lui. Une énergie glaciale, dense, qui le transperça jusqu'aux os. Ses jambes commencèrent à trembler de manière incontrôlable. Sa bouche était sèche. Son cœur battait à tout rompre. Il n'avait plus aucun doute. Il savait ce que cette chose était, et il savait qu'il ne voulait pas la voir. Alors, il serra les yeux aussi fort qu'il le put pour ne pas se retourner. Mais à cet instant précis, il entendit le son le plus effrayant de toute sa vie. Une voix grave, gutturale, macabre, se forma juste derrière lui. Elle devint peu à peu un rire abominable, un éclat de rire qui glaça son sang. Et quand il crut que ça ne pouvait pas être pire, la créature poussa un hurlement épouvantable qui fit vibrer toute la forêt. À cet instant, il sentit comme un coup violent dans la poitrine, et tout devint noir. Le dernier son qu'il entendit fut celui de son corps s'écrasant au sol. Mon grand-père me raconta qu'après cela, il entendit son prénom répété à voix basse, encore et encore, au loin, accompagné du chant des oiseaux. C'est alors qu'il ouvrit les yeux. Il faisait déjà jour. Mais aussitôt, les souvenirs de la nuit précédente lui revinrent violemment.
Il se redressa d'un bond, le cœur affolé, s'attendant à entendre ce rire démoniaque à nouveau. Mais heureusement, ce ne fut pas le cas. Après quelques minutes passées à écouter, il entendit encore une voix l'appeler au loin, très loin. Alors il se mit à crier « Je suis ici ! Je suis là !» Et il commença à suivre les voix. Mon grand-père raconte avoir marché pendant près de 40 minutes avant de retrouver son père et ses 2 frères, qui le cherchaient désespérément depuis le matin. C'est à ce moment-là qu'il comprit que ce spectre l'avait entraîné au cœur de la montagne, dans une zone qu'il ne connaissait pas du tout, et que sans les voix, il n'aurait jamais retrouvé son chemin. Il est très probable que mon grand-père serait mort de faim et de déshydratation, comme tant d'hommes qui se sont perdus dans cette montagne et n'en sont jamais revenus. Il raconte qu'après cet épisode, il ne remit plus jamais les pieds dans la Sierra une fois la nuit tombée. Et bien qu'il n'ait heureusement plus jamais croisé ce démon, cette expérience le hanta pendant des années, à tel point qu'il développa une peur profonde de la nuit, une peur qui le suit encore aujourd'hui. Je suis né et j'ai grandi dans un tout petit village où l'on pouvait vraiment dire que tout le monde se connaissait. Je me souviens que j'étais ami avec tous mes voisins, puisque nous allions tous à la même école et que nous jouions ensemble chaque après-midi. L'un de nos endroits préférés pour jouer, c'était devant la maison de Doña Martina, une vieille dame des plus affectueuses, qui nous préparait toujours du jus et des biscuits. Selon elle, c'était pour recharger nos batteries après avoir tant couru. Doña Martina avait environ 70 ans. Elle vivait seule dans sa maison, car son mari était décédé 10 ans plus tôt. Elle ne s'était jamais remariée et n'avait pas eu d'enfant. D'une certaine manière, tous les enfants de la rue étaient un peu les siens, ou plutôt ses petits-enfants. C'est ainsi que nous la voyions, comme une grand-mère. Il y avait 2 choses très particulières chez Doña Martina. La première, c'est qu'elle était folle de café. Et la seconde, c'est qu'elle n'avait jamais abandonné son style hippie. Elle portait toujours des tuniques colorées, avec des motifs psychédéliques des années 60. Elle arborait aussi de nombreux colliers de style bohème. On pouvait la reconnaître à des kilomètres. Personnellement, je l'aimais beaucoup, notamment parce que moi aussi, j'adorais le café depuis toute petite. Mais mes parents ne me laissaient pas en boire. Chez nous, le café était interdit aux enfants. Alors, souvent, je m'éclipsais discrètement chez Doña Martina pour en boire en cachette. Nous nous asseyions dans son salon et discutions comme 2 bonnes copines. À l'époque, j'avais environ 9 ans, mais j'adorais écouter ses histoires. J'aimais entendre parler de sa vie, de ses voyages, des gens qu'elle avait rencontrés. Elle racontait comment elle avait rencontré Don Julian, son mari, lors d'un rassemblement hippie en protestation contre la guerre. Et cette fois où elle avait enlevé sa chemise, torse nu au beau milieu d'une manifestation. C'était une femme fascinante, mais ce que je préférais, c'était l'histoire d'amour qu'elle partageait avec Don Julian. Je ne l'ai malheureusement jamais connu, car il est décédé 1 an avant ma naissance. Mais Doña Martina gardait précieusement toutes ses photos et leurs souvenirs. Elle gardait même ses cendres. Elle disait toujours qu'elle ne s'en débarrasserait jamais, car son dernier vœu était que, lorsqu'elle quitterait ce monde, ses cendres soient mélangées à celles de Don Julian, puis jetées à la mer. Pour être honnête, à 9 ans, je ne savais pas si je trouvais ça touchant ou effrayant. Mais elle en parlait avec une telle sérénité, un éclat dans les yeux que l'on sentait qu'il lui manquait énormément. Elle disait qu'elle attendait avec impatience le jour où elle pourrait le retrouver. À cet âge-là, je ne savais pas. Si c'était romantique ou macabre, on aurait dit qu'elle attendait la mort. Un jour, lors d'une de nos conversations, je lui ai dit « Si tu comptes partir avec Don Julian, dis-moi au revoir d'abord. » Je me souviens qu'elle m'a regardé avec tendresse et m'a répondu « J'aimerais savoir quand. Mais si Dieu me le permet, je te ferai mes adieux. » 2 ans plus tard, mes parents m'ont divorcé. J'ai dû déménager avec ma mère dans un appartement d'une zone résidentielle dans une autre ville. Ce n'était pas une séparation amicale. Mon père et ma mère ne se sont pas parlé pendant plusieurs années. Chaque fois que mon père voulait me voir, il devait venir me rendre visite. Car ma mère ne m'a jamais laissé repartir au village. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi. Peut-être que je le saurai plus tard. Ce dont je me souviens bien, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter à la vie urbaine.
J'étais trop habitué à mon petit village, à mes voisins, à jouer dans la rue. Et bien sûr, au café de l'après-midi avec Doña Martina. Mais peu à peu, je m'y suis faite, et à un moment donné, je ne pensais plus trop au village, ce qui est assez normal quand on est enfant. Mais 5 ans plus tard, la situation entre mes parents s'est enfin apaisée. Et c'est alors que ma mère m'a autorisé à passer les vacances chez mon père. J'étais très excité. Je brûlais d'envie de revoir mes amis d'enfance, de savoir ce qu'ils étaient devenus. Je n'attendais qu'une chose, retrouver ces rues poussiéreuses, et bien sûr, prendre un café avec Doña Martina. Mon père m'a dit qu'elle s'était très émue en apprenant que je venais passer quelques jours. Le jour du départ, mon père est venu me chercher très tôt. Nous avons tout emballé et pris la route. Il y avait 7 heures de trajet. Alors, il valait mieux partir tôt. Je me souviens que, dès notre arrivée, plusieurs de mes amis d'enfance, désormais tous adolescents, comme moi, m'attendaient déjà chez mon père. À peine sorti de la voiture, je leur ai sauté dans les bras. C'est un souvenir que je chéris, l'un des plus beaux moments de ma vie. Mais il me manquait encore quelqu'un à saluer. Et bien sûr, c'était Doña Martina. Elle habitait en face, mais 5 maisons plus haut, devant la maison d'une voisine qui tenait une petite épicerie, un genre de mini-supermarché. Cet après-midi-là, je suis allé avec 2 amis à cette boutique pour acheter des sucreries et des chips pour la soirée pyjama qu'on avait prévue chez moi. Et à ce moment-là, je tournais la tête vers la maison de Doña Martina. Je la vis à travers la fenêtre de sa cuisine en train de se servir une tasse de café. Ce qui m'étonna, c'est qu'elle ne portait ni ses habituelles robes aux couleurs vives, ni ses colliers excentriques. Elle portait simplement une robe de nuit blanche. Je me dis qu'elle venait peut-être de se réveiller de la sieste. Je commençais à lui faire de grands signes de la main. Elle se retourna, me vit et me répondit avec un large sourire. Je lui fis un geste pour lui dire que j'arriverais dans un instant pour prendre le café avec elle. Elle acquiesça en souriant, tout en levant sa tasse de café comme pour dire « Je t'attends ». Après ça, je me retournai vers mes amis, qui étaient toujours en train de choisir des friandises pour la soirée pyjama. Nous achetâmes tout ce dont nous avions besoin et rentrâmes chez moi. Elles repartirent ensuite chez elles pour se préparer, avant de revenir passer la nuit chez moi. C'est alors que je rentrai dans la cuisine et dis à mon père que j'allais faire un petit tour chez Doña Martina. Il me regarda d'un air étrange et me dit « Ma fille, assieds-toi un moment, j'ai quelque chose à te dire. » Cela me surprit un peu, mais je m'assis. Et il continua « Je ne voulais pas te le dire plus tôt, pour ne pas gâcher ta joie aujourd'hui. Mais Doña Martina est décédée cette nuit. Je restais figée, très confuse. Je commençais à secouer la tête en signe de déni. Je lui dis que ce n'était pas possible, que je venais de la voir il y a quelques instants depuis la boutique. Mon père me regarda, aussi troublé que moi, et me répondit que c'était impossible, car Doña Martina était morte la nuit précédente, d'une crise cardiaque foudroyante pendant son sommeil. Un voisin, qui lui apportait le pain chaque matin, l'avait trouvée sans vie. Il avait aussitôt prévenu mon père, juste avant qu'il ne parte me chercher. Et cet après-midi-là, à notre retour, ce même voisin lui avait communiqué la cause exacte du décès. Immédiatement, je pensais à la robe de nuit, blanche, que portait Doña Martina. Lorsque je l'avais vue, c'était effectivement étrange. À cette heure-là, elle était toujours bien habillée et pomponnée, prête à sortir et regarder les enfants jouer. Et puis, elle n'était pas venue m'accueillir. J'avais trouvé ça étrange, mais je m'étais dit qu'elle devait être occupée. Mon père m'avoua aussi avoir demandé à mes amis de ne rien me dire, qu'il préférerait le faire lui-même. Cet après-midi-là, je ressentis une profonde tristesse en pensant au départ de Doña Martina. Mais je me souvins de nos nombreuses conversations, de nos cafés partagés dans son salon, quand j'étais plus jeune, et de la façon dont elle parlait de son désir de retrouver Don Julián avec tant d'espoir dans la voix. Je ne pus m'empêcher de penser qu'elle devait être très heureuse à cet instant même, enfin réunie avec l'homme qu'elle avait tant aimé. Et je me souvins aussi d'une promesse. Elle m'avait promis de me dire au revoir, le jour où son heure viendrait. Et d'une certaine manière, elle a tenu parole. Quelques mois plus tard, alors que j'étais de retour dans l'appartement avec ma mère, je parlais au téléphone avec mon père.
Je lui demandai ce que les frères de Doña Martina avaient fait de ses cendres, et s'ils avaient vraiment respecté sa dernière volonté. Je ne pus m'empêcher de ressentir un mélange étrange de tristesse et de joie, lorsqu'il me dit « Oui, ils savaient quel était le dernier souhait de leur sœur. Alors ils ont réuni ces cendres avec celles de Don Julian, et les ont jetées à la mer, exactement comme elle l'avait demandé. » Je sais que certaines personnes ne croient pas à ce genre de choses. Moi non plus avant, mais cette expérience m'a convaincu qu'il existe quelque chose au-delà de ce monde physique, que nos âmes vont quelque part, quand nous quittons la terre. Et chaque fois que j'y pense, je me dis aussi qu'un jour, Doña Martina et moi, nous prendrons ce café qui était resté en suspens, quand nous nous retrouverons de l'autre côté. Pendant ce temps, j'en profitais pour faire quelques travaux dans le jardin. Mais à un moment donné, alors que je transportais des outils vers le garage indépendant, je levai les yeux, et j'aperçus Marcus, le voisin de derrière, debout à l'une des fenêtres, en train de fixer notre maison. Cela ne dura que quelques secondes. Dès qu'il remarqua ma présence, il se retourna brusquement et disparut de la fenêtre. C'était un peu étrange, sans aucun doute, mais je n'y prêtais pas trop attention. Plus tard, le même jour, ma femme prépara des sandwichs pour les enfants. Après avoir mangé, alors que le soleil commençait à se coucher, ils retournèrent jouer dehors. Il faisait une chaleur étouffante. Alors ils revinrent dans leur piscine gonflable pour se rafraîchir. Pendant ce temps, Anna et moi étions restés dans la cuisine à discuter, pendant qu'elle commençait à préparer le dîner. À un moment donné, alors que nous parlions de rénover certaines parties de la maison, nous remarquâmes que les rires des enfants s'étaient tus, un silence soudain. Et c'est à cet instant que Donnie entra dans la cuisine et nous dit qu'une lumière clignotante était apparue à la fenêtre du voisin. Anna et moi nous regardâmes, inquiets. Je dis à mon fils de me montrer de quoi il parlait. Il sortit dans le jardin et je le suivis. Arrivé près de la clôture, il pointa du doigt l'une des fenêtres de la maison de Marcus, celle qui donnait sur notre jardin. Il dit qu'une lumière blanche s'allumait sans arrêt dans cette fenêtre. Je compris immédiatement, et je leur demandai, est-ce que cette lumière ressemblait au flash d'un appareil photo? Les deux enfants répondirent que oui, sans hésiter. Je leur dis alors qu'il était temps de rentrer, de se sécher et d'aller dîner. Je les aidai à se sécher un peu pour ne pas tremper toute la maison, puis je les accompagnai à leur chambre pour qu'ils se douchent et se changent. Ensuite, je retournai à la cuisine et racontai à Anna ce que les enfants venaient de me dire. Comme moi, elle pensa tout de suite au pire. Elle me dit que je devais aller parler à Marcus, et j'étais entièrement d'accord. Je sortis, marchai jusqu'à l'autre bout du pâté de maison, où se trouvait l'entrée principale de Marcus. Je frappai plusieurs fois à sa porte, mais il ne répondit jamais. Et pourtant, sa voiture était garée dans l'allée, donc il était forcément chez lui. Je continuai à frapper pendant plus de 10 minutes. Mais rien. Finalement, je renonçai et rentrai chez moi. Je racontai à Anna que le voisin avait refusé d'ouvrir, ce qui rendait tout encore plus suspect, même si nous ne pouvions pas prouver que cette lumière blanche était bien le flash d'un appareil photo. J'en étais presque sûr à 100%, et cela me glaçait le sang. Car s'il l'avait fait cette fois, alors il l'avait sûrement déjà fait, auparavant. Quelques nuits plus tard, alors qu'Anna et moi étions au lit, nous entendîmes la porte arrière s'ouvrir, puis se refermer très lentement. Anna, affolée, me supplia d'aller voir. Je sortis dans le jardin, toutes les lumières allumées, et regardai autour de moi. Mais je ne vis rien ni personne, sauf que je remarquai que les lumières du jardin de Marcus étaient allumées. Je m'approchai de la clôture, et au moment où je regardais par-dessus, je faillis tomber à la renverse. Marcus était là, de l'autre côté, déjà tout près de la barrière. Il me demanda calmement, « Vous cherchez quelque chose ?» Je lui répondis, « Avez-vous vu ou entendu quelqu'un se promener dans notre jardin ?» Il dit que non. Alors j'en profitai pour lui poser la vraie question. Il s'en détourne. « Est-ce que vous avez observé mes enfants? Ils sont certains que quelqu'un les a pris en photo pendant qu'ils jouaient dans la piscine. » Et là, sa réaction fut plus que suspecte. Il se montra trop offensé, presque en criant, comme si ma question était une insulte personnelle. Mais il avait raison sur une chose, je n'avais pas de preuves. Et à ce moment-là, je ne voulais pas provoquer une confrontation. Alors, je m'excusai brièvement.
et retourner à la maison. Mais lorsque je racontais tout cela à Anna, elle n'était pas du tout contente. Elle m'en voulut de ne pas avoir insisté. Elle était persuadée que Marcus mentait et qu'il était un pervers. Je tentais de la calmer. Je lui expliquais que, moi aussi, j'en étais presque sûr, mais que sans preuve, nous ne pouvions rien faire légalement. Le prochain incident n'arriva que quelques semaines plus tard. Cette fois, ce fut en pleine nuit. Nous dormions profondément. Lorsqu'Anna me secoua avec panique pour me réveiller, je regardais autour de moi, encore à moitié endormi, mais c'est lorsque j'entendis les cris des enfants que je sautai du lit. Je courus dans le couloir jusqu'à leur chambre. Donnie était réveillée, en pleurs, criant à gorge déployée, et ses hurlements réveillèrent aussi Maggie, qui se mit à pleurer à son tour. Je demandai à Donnie pourquoi il pleurait, et ce qu'il me dit me mit hors de moi. Il affirma que quelqu'un se trouvait juste à l'instant devant leur fenêtre, et qu'il y avait un flash de caméra. J'étais furieux, mais surtout, une frayeur glaciale s'empara de moi. Je n'arrivais pas à croire que quelqu'un photographiait mes enfants pendant qu'ils dormaient. Je demandai à Donnie à quoi ressemblait cette personne, mais il répondit qu'il ne l'avait pas vue. J'ai emmené les enfants dans notre chambre pour qu'ils dorment avec nous, dans le lit. Je laissai les lumières éteintes et jetai un œil par la fenêtre de notre chambre pour observer la maison de Marcus. Je scrutai chaque fenêtre, et c'est là que je le vis, lui aussi, en train de regarder dans notre direction, depuis cette même fenêtre donnant sur notre jardin. Je sortis en courant de la maison. Je sautai la clôture et traversai son jardin jusqu'à sa porte d'entrée. Je sonnai une trentaine de fois, mais il n'ouvrit jamais. C'est à ce moment-là que j'appelai la police, juste pour m'assurer qu'il y aurait un signalement officiel concernant Marcus. Ainsi, si d'autres personnes venaient à porter plainte contre lui, peut-être que la police ouvrirait enfin une enquête. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'un dossier était déjà ouvert contre lui. Pour possession de pornographie infantile, Marcus fut arrêté et condamné à 3 ans de prison. Mais moins d'1 an plus tard, il fut libéré sous caution. Après cela, ma femme et moi avons décidé de mettre notre maison en vente et de déménager dans un autre quartier. Je n'ai plus jamais entendu parler de Marcus, et heureusement. Quand j'avais 12 ans, mon moment préféré de la journée, c'était ma promenade du soir avec Dean après le dîner. Dean, c'était mon chien. Un magnifique Golden Retriever que mes grands-parents m'avaient offert 3 ans plus tôt pour Noël. Depuis ce jour-là, nous étions inséparables. Ces promenades étaient encore plus amusantes quand mes amis Barbara et Matt nous accompagnaient. On courait dans les rues, on jouait à chatte avec Dean. Dans notre petit village, il n'y avait pas grand-chose à faire. Alors une simple balade ou une partie de foot dans un jardin, c'était déjà super. Mais parfois, on aimait aller jusqu'à un petit ruisseau situé non loin. On y passait du temps à sauter sur les pierres, à discuter. Pour s'y rendre, on devait traverser un immense champ de maïs qui appartenait à un propriétaire d'une ferme voisine. Cet homme ne s'était jamais plaint qu'on emprunte son champ. Nos parents nous laissaient donc y passer sans problème. Mais après ce jour-là, on a décidé de ne plus jamais y remettre les pieds. Bien sûr, ce soir-là, je marchais dans la rue avec Dean lorsqu'il s'arrêta soudainement pour renifler un arbre. C'est alors que Barbara arriva en courant pour me dire que Matt était déjà au ruisseau et qu'on devait le rejoindre là-bas. Je demandai à Dean s'il voulait aller nager ce soir. Sa queue se mit à battre frénétiquement, ce qui, dans le langage des chiens, était un oui catégorique. Alors, nous nous mîmes en route. Lorsque nous arrivâmes près du champ de maïs, Dean fut le premier à se précipiter dans la plantation, comme il le faisait toujours. Il adorait sauter parmi les plants de maïs. Mais cette fois, il s'arrêta net à l'entrée du champ, en position d'alerte. Je le regardai surprise, me demandant s'il y avait un problème. Mais Barbara ne remarqua rien et continua à avancer rapidement. Elle disparut bientôt entre les tiges de maïs. Dès qu'elle entra dans le champ, Dean commença à s'agiter comme s'il s'inquiétait pour elle. Et l'instant d'après, il s'élança derrière elle à toute vitesse. Je me mis alors à courir à mon tour, tentant de rattraper ma meilleure amie et mon chien. Mais à un moment, je me retrouvai seul, au milieu du champ, sans personne autour de moi. Je sentis la peur monter en moi. Je me mis à regarder autour, à appeler Dean en criant.
Heureusement, il revint vers moi en courant, presque immédiatement. Mais c'est alors que j'entendis Barbara m'appeler. Je suivis le son de sa voix et la retrouvai un peu plus loin. Nous décidâmes de continuer ensemble jusqu'au ruisseau, avec Dean. Si nous avions eu des téléphones portables à l'époque, on aurait probablement envoyé un message à Matt pour lui dire de nous retrouver à la maison. Mais il nous attendait, et on devait lui dire en personne de rentrer avec nous. Je tenais fermement la laisse de Dean en marchant, mais tous les 2 ou 3 pas, il s'arrêtait, dressait les oreilles et regardait vers un côté du champ. Au début, on n'y prêta pas attention. Mais la 4e fois, Dean laissa échapper un grognement sourd, et Dean ne grognait jamais ainsi, sauf s'il sentait une menace. C'est là que je compris que quelque chose n'allait pas. Quelques instants plus tard, on entendit les tiges de maïs bouger au loin, comme si quelqu'un s'approchait rapidement à travers le champ. Barbara et moi appelâmes Matt, pensant que c'était peut-être lui, mais aucune réponse, et le bruit se rapprochait encore, comme si la personne accélérait. C'est alors que nous décidâmes de fuir. Nous nous mîmes à courir à toute vitesse vers la sortie du champ. Quelque chose nous suivait de près. On pouvait clairement entendre les pas derrière nous. Mais soudain, Dean s'échappa, tirant sur sa laisse jusqu'à ce qu'elle m'échappe des mains. Il disparut entre les plantes. Je continuai à courir en l'appelant à plein poumon. Mais quand nous sortîmes du champ, Dean n'était nulle part. Je fis plusieurs tours sur moi-même, appelant son nom, espérant qu'il sorte de la plantation. Et c'est là que j'entendis des grognements et des aboiements, un peu plus loin. Je criai encore une fois « et heureusement je le vis courir vers moi. Je rattrapai aussitôt sa laisse, et Barbara et moi courûmes jusqu'à la maison. Une fois arrivés, je racontai tout à mon père. Il décida de venir avec nous au champ. Pour s'assurer que Matt allait bien, par chance, nous le trouvâmes au ruisseau, encore là, en train d'attendre. Quand il nous vit, il nous dit « J'ai entendu les aboiements de Dean, et il y a quelques minutes, j'ai aussi entendu quelqu'un courir dans le champ. Après cela, nous sommes rentrés tous ensemble au village, et mon père nous a acheté quelques bonbons pour nous remonter le moral. Mais sur le chemin du retour, en retraversant le champ de maïs, nous avons remarqué quelque chose d'étrange, un petit morceau de tissu taché de sang. De retour à la maison, ma mère nous demanda pourquoi Dean avait du sang sur son pelage. Nous l'avons examiné. Puis, et oui, c'était bien du sang. C'est à ce moment-là que mon père a conclu, Topo, que Dean avait probablement mordu la personne qui se trouvait dans le champ. Ce qui signifie que, oui, quelqu'un nous poursuivait vraiment. Après cela, mes parents déposèrent une main courante au commissariat, au cas où quelqu'un viendrait se plaindre d'une morsure de chien. Mais nous n'avons plus jamais entendu parler de cette histoire, et ce fut la dernière fois que nous avons emprunté ce chemin. D'où l'histoire que je vais vous raconter maintenant est probablement le secret le plus sombre du village où je suis né. Je suis né et j'ai grandi dans un petit village du sud du Canada. Non loin de l'entrée du village se trouve une jolie chapelle. Et à l'arrière de cette chapelle, un petit monument. Ce monument est dédié à une famille de 4 personnes, dont la vie a été brutalement arrachée par un inconnu qui n'a jamais été arrêté. Cette famille était tranquillement chez elle, un soir, lorsqu'un individu est entré par effraction et a poignardé chaque membre de la famille pendant leur sommeil. Le père, la mère, le fils, la fille, tous ont perdu la vie cette nuit-là, un vendredi soir de février. Comme vous pouvez l'imaginer, ce crime atroce a bouleversé tout le village. D'abord parce que c'était la première fois qu'une telle tragédie frappait cette communauté. Et ensuite parce que les victimes étaient des proches du maire, son frère, sa belle-sœur et ses 2 neveux. À l'époque, j'étais en 5e année de primaire, et j'avais 10 ans, mais je me souviens encore parfaitement de la veille funèbre, des obsèques, et de l'émotion intense qui entoura l'inauguration du monument commémoratif derrière la chapelle. Officiellement, il s'agissait d'un crime aléatoire, un acte de pure cruauté, commis par un esprit dérangé que personne n'a jamais retrouvé. Mais il existe une autre version, une sorte de secret de polichinelle. Tout le monde en a entendu parler, mais personne n'ose en parler à voix haute, de peur des représailles. Les autorités locales ont même menacé de prendre des mesures légales contre toutes. Personne qui tenterait de ternir la réputation du village en diffusant de fausses rumeurs.
Il faut dire que ce village, fondé il y a plus de 2 siècles, est réputé pour être paisible et sûr, et dirigé par des autorités irréprochables. Il y a même une grande plaque au sein de la mairie qui l'atteste. Mais maintenant, je vais vous raconter la version officieuse, celle que personne ne veut entendre. Mais ce que l'on dit, c'est que ce soir-là, la famille s'est retrouvée dans la salle à manger pour le dîner, comme chaque jour. Ensuite, ils ont regardé la télévision ensemble. Et vers 9 ou 10 heures du soir, les parents ont envoyé les enfants se coucher. Le père avait l'habitude de rester dans le salon, avec un verre de whisky, regardant les résumés de matchs de football ou de baseball, puis quelques émissions nocturnes. Mais ce soir-là, il ne s'est jamais levé du canapé. Et c'est là que ça devient troublant, car la version officielle racontait que toute la famille avait été assassinée dans son sommeil. Mais techniquement, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce soir-là, la fille de 12 ans avait préparé le dessert. Un pudding à la gélatine, parfumé à la crème de fraise. Elle avait mis beaucoup trop de sucre. Pas par ignorance, mais pour masquer le goût amer d'un blister entier de somnifères volés à sa mère. Elle avait intentionnellement drogué toute sa famille. On ignore la quantité exacte qu'ils ont ingérée, mais c'était suffisant pour les plonger dans un sommeil profond. Une fois tout le monde endormi, la fillette s'est levée, est allée à la cuisine et a sorti un grand couteau usé du tiroir. Elle est allée dans le salon. Son père dormait sur le canapé et elle lui a tranché la gorge sans hésitation. Le rapport d'autopsie indique que la plaie était si profonde et large qu'il n'a même pas eu le temps de crier. Ensuite, elle est montée à l'étage. Elle a poignardé sa mère et son frère, chacun dans son lit. Puis, elle est entrée dans sa propre chambre et s'est ôté la vie de la même façon. Tout cela se passa un vendredi soir. Mais personne ne s'est douté de rien avant le lundi matin. Les enfants ne sont pas venus à l'école. Le père, employé à la mairie, ne s'est pas présenté au travail. Mais comme c'était un week-end, on a supposé qu'ils étaient partis rendre visite à de la famille. Ce n'est que lundi après-midi, après plusieurs appels restés sans réponse, que le maire, inquiet, a demandé au shérif d'aller vérifier. Les agents se rendirent sur place juste avant le coucher du soleil. Ils frappèrent à la porte, sans réponse. Mais ils remarquèrent une odeur nauséabonde s'échappant de la maison. Alors ils forcèrent l'entrée. Oh! Et découvrirent la scène la plus terrifiante que le village ait jamais connue. Mais pourquoi une enfant de 12 ans aurait-elle commis une telle horreur? C'est là que se trouve la partie la plus sombre de cette histoire, Annessa, et peut-être la véritable raison du silence officiel. Selon la meilleure amie de la fillette, celle-ci aurait été victime d'abus sexuels par son père pendant des années. Il aurait attendu chaque soir que sa femme et son fils s'endorment pour aller dans la chambre de sa fille. La fillette aurait parlé plusieurs fois de tuer toute sa famille, car selon elle, tout le monde savait. Et sa mère fermait les yeux, par peur de confronter son mari. Lorsqu'elle a appris ce que son ami lui avait confié, la mère de cette camarade voulut prévenir les autorités le lendemain. Mais le lendemain matin, elle emballa toutes ses affaires, prit sa fille et quitta le village sans laisser de traces. Cette version ne fut jamais confirmée. Mais comme souvent dans les petits villages, le secret finit par se répandre. Les gens commencèrent à se poser des questions. La version officielle semblait trop propre, trop rapide. Et malgré l'horreur du crime, les autorités ne menèrent jamais de grande enquête. Pas d'avis de recherche, pas de battu. Le rapport final fut publié en un temps record. Et très vite, l'affaire tomba dans l'oubli. C'est d'aujourd'hui encore, une épaisse obscurité plane sur ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Et j'espère qu'un jour, la vérité sera enfin révélée.